bonjour, bienvenue dans la cour du donjon du magnifique musée d'histoire maritime de Saint-Tropez. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Laurent Pavlidis, historien, chercheur, conservateur de ce beau musée qui va nous faire découvrir les 5 nouvelles salles de ce musée. Bonjour Laurent. Bonjour Agnès. Alors ému à quelques heures de l'ouverture? Pas ému, mais soulagé et fier du travail de toute l'équipe, parce qu'on est arrivé au bout de ce qu'on s'était fixé, c'est-à-dire modifier profondément 2 espaces et en créer de toutes pièces 3. On a essentiellement travaillé sur les tourelles du donjon, qui sont des espaces petits, complexes, mais qui nous mettaient devant un défi qu'on a relevé et je crois qu'on a réussi. Alors ce défi, c'est d'unifier finalement l'histoire maritime de Saint-Tropez, qui démarre au XVe siècle, que tu fais monter jusqu'à nos jours, et que tu envisages de poursuivre dans le futur. Oui, parce qu'il n'y a pas l'histoire de Saint-Tropez et le temps présent. Il y a une histoire en continu, avec chaque année, chaque décennie, chaque siècle, des nouvelles pages qui sont écrites. Et le motonautisme, par exemple, ou la plaisance et les régates sont des pages d'histoire qui naissent, alors le motonautisme dans les années 50, mais la plaisance dans les années 1830, et si ça se développe, c'est parce que d'autres activités disparaissent, il y a des mutations, des évolutions, et donc c'est une histoire qui est continue, il n'y a pas un passé et un présent et un futur, c'est le même temps qui s'écoule lentement. Alors justement, ce musée, tu me disais que chacune des nouvelles salles t'a pris 3-4 ans. Donc tout était en gestation finalement dès l'ouverture. Oui, les thèmes étaient prévus dans le projet scientifique et culturel dès 2008. Après, la difficulté, comme on est parti sans collection, c'est de les trouver. Et il faut chaque fois un déclic. Alors quand effectivement tu dis qu'il faut 3-4 ans, tu as raison. Alors c'est pas que je travaillais depuis 4 ans matin au soir, mais il faut du temps pour trouver par exemple un scaphandrier. Il se vend dans le commerce beaucoup de scaphandriers coréens ou russes qui m'intéressaient absolument pas. Je voulais un beau scaphandre français du début du XXe, c'est-à-dire des scaphandres qui étaient utilisés ici. Donc ça prend du temps de les trouver. Quand on a trouvé le scaphandre, il fallait trouver une pompe. Et on connaît tous cette pompe dans Tintin, quand les Dupont et Dupont ils pompent, bon, ça amène l'oxygène en bas. On est avant Cousteau, avant l'invention du scaphandre autonome. Et donc on a trouvé la pompe à Lille, par exemple, le scaphandre on l'a trouvé à Lyon, et puis ça évoque la pêche au corail et aux éponges. Donc pour le corail on a pris contact avec un pêcheur agréé, autorisé, qui était à Cassis. Les éponges elles ont été ramenées par un ami qui est chercheur, qui est tropézien, Daniel Faget, qui plonge et qui travaille, qui fait de la recherche, et qui était à Rhodes, donc de l'éponge méditerranéenne. Et on rassemble comme ça les éléments. Et quand on a tout ça, ben ensuite on passe à la phase suivante. Il faut un scénographe, il faut pour suivre le budget, avoir un menuisier, faire des plans, tester, bon. Et tout ça, ça prend du temps et ça prend 3-4 ans. Mais ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Alors justement, on a parcouru en avant-première ce très beau musée que je trouve effectivement passionnant. D'abord parce que les ambiances sont différentes. Ensuite parce qu'effectivement, on retrouve des tropéziens dont on découvre certains talents. Par exemple, dans la salle justement motonautisme, j'ai découvert effectivement la carrière exceptionnelle d'un Villanova. J'ai découvert l'existence de ce Jean-Marc Sanchez, né en 61 à Saint-Tropez, qui était à l'école avec une de tes collaboratrices et qui malheureusement est mort en 2009, dont la femme sera présente d'ailleurs ce soir. On découvre évidemment le trio Bialès, Mercurio, Villanova. On découvre des fragments de vie au travers des carnets d'Alexandre Gramont et de cette salle consacrée à l'usine de câbles. Oui, alors ça c'est important. On a des objets qui sont beaux, qui sont très intéressants, qui ont été achetés, qui ont été prêtés ou donnés par les familles. Mais il ne s'agit pas d'avoir un objet pour un objet. Il s'agit que cet objet rentre dans une histoire globale. Et pour moi, je dis toujours, alors ça énerve certains conservateurs qui sortent des grandes écoles, de dire que dans ce musée, la collection compte autant que l'histoire et la scénographie. Ça reste un musée avec des collections, mais dans le traitement de l'ensemble, tout compte, tout compte, et c'est pour ça que le musée est un peu atypique. Alors c'est pas le seul naturellement en France, hein, mais il est atypique et il plaît beaucoup parce qu'on a un traitement un petit peu différent de se dire simplement on a un objet, il faut telle conservation dans telle vitrine, avec telle hygrométrie, ça il faut que ça disparaisse, ça existe, je veux dire, mais il ne faut pas que le visiteur le sente, il faut qu'il arrive dans une histoire, il faut qu'il plonge dans une histoire, et à ce moment-là la scénographie compte, et puis l'histoire qu'on raconte pour pas s'ennuyer, pas voir 50 maquettes de bateaux qui se suivent et au bout d'un moment on a ras-le-bol. Alors
il y a des choses également très modernes d'un point de vue technique. Justement, je reviens, je crois, dans cette salle peut-être Régate et Plaisance, où nous avons cette image qui passe d'un bateau à un groupe d'amis. Oui, alors on a travaillé, c'est une idée de notre directeur Jean-François André, d'avoir des photos lenticulaires, c'est-à-dire suivant comment on s'oriente, l'image change. Voilà, on avait tous connu ça quand on était gamin, mais aujourd'hui c'est des techniques qui évoluent et puis qui rentrent dans les musées. Et il faut que le musée reste ludique, il reste scientifique. On n'est pas dans un parc d'attractions, on est dans un musée, mais il faut qu'il soit ludique pour que les gens, les petits et les grands, accrochent. Voilà, il est ludique, il est interactif. Il y a cette salle aussi où il est possible de s'allonger et de regarder un film magnifique en noir et blanc. Oui, c'est les derniers films qui viennent des États-Unis. Ce sont des films, des extraits de films des derniers tournages sur les Cap Horniers dans les années 20, début des années 30. Alors ça c'est pareil, on trouve des films, on coupe, c'est des films très, très longs, alors on coupe, et puis ce sont des films muets. Donc après il faut faire une sonorisation et construire quand même une histoire. Et là on avait eu l'idée, les scénographes avaient eu l'idée de balancer les films au plafond, de les projeter au plafond pour la simple raison, c'est que, ça allait être amusant d'inviter les visiteurs à se coucher. Dans un musée on n'a pas trop l'habitude de se coucher, donc ça c'était très amusant. Puis il y a aussi un aspect pratique, c'est que le musée est quand même petit. Donc en utilisant le plafond, on augmente la surface d'exposition. Donc on joint l'utile à l'agréable. Absolument. Alors là, Laurent, nous sommes à quelques jours des Voiles de Saint-Tropez, la nouvelle édition, et on a retrouvé effectivement dans une des nouvelles salles précisément le mythique Icra et Pride, présenté par Patrice de Colmont, qui est à l'initiative de d'abord la Club 55, puis la New Largue et maintenant les Voiles. Ça a été ce qui a été à l'origine du déclenchement du travail sur cette salle-là. Je n'avais pas de maquette, et puis un jour j'ai vu à la saison dernière des Voiles de Saint-Tropez, il y avait un grand maquettiste, Yves Guénier, qui avait réalisé ces deux maquettes-là. Et Patrice de Colmont, j'étais allé le voir pour savoir si les propriétaires étaient encore là, s'ils avaient changé, etc. Et pour essayer d'avoir du mécénat. Et Patrice a dit, mais ça coule de source que ce soit moi qui aide. Oui. Et Patrice est là depuis 2008 à nous accompagner discrètement mais sûrement dans cette histoire de musée. Et donc il a offert à la ville, il a proposé en don ce que la ville a accepté, ces deux maquettes qui sont très belles et qui sont côte à côte dans la scénographie, comme si c'était une régate, un défi entre eux. On retrouve aussi le regretté Jean Lorrain. Et alors, amusant, évidemment, ça c'est la magie de la scénographie. Juste à côté, on aperçoit Paul Signac. Oui, parce qu'encore une fois, c'est une histoire continue. L'histoire de la plaisance et des régates commence au 19e. N'oublions pas que la Société nautique de Saint-Tropez date de 1862. C'est une des plus vieilles de France. Ce qui faisait rire les Italiens quand ils venaient le yachting italiano. Mais la Société nautique de Saint-Tropez, elle est plus ancienne que le yachting italiano, qui est très prestigieux. Donc on n'a pas à rougir de la ville, de son histoire-là. Et c'est une page. Il y a eu des régates le jour de l'inauguration de la statue du bailli de Suffren, le 4 avril 1866. Bon, il n'y a pas de vent. Bon, mais ça arrive encore qu'au Voile de Saint-Tropez, il n'y a pas de vent certains jours. Mais il y avait des régates. Et puis Paul Signac, comme tu parlais, Paul Signac, oui, il est arrivé en bateau. Il a été président de la Société nautique, il était peintre de marine. Donc on le connaît surtout internationalement pour sa peinture extraordinaire qu'on peut voir notamment au musée de la Nonsiade. Mais c'était aussi un marin qui a eu de nombreux bateaux, dont l'Olympia, dont on a commandé une maquette et qui est exposée aujourd'hui dans le musée. Et on est très fiers d'avoir la maquette de l'Olympia. Alors, pour conclure, Laurent, mais on pourrait te laisser parler des heures tellement tu es passionnant, je crois qu'une des prochaines salles envisagées par Jean-Pierre Tuvery, avec toi, Jean-Pierre qui est absolument passionné par cette aventure et ce musée, est celle qui sera consacrée donc au bateau dessiné par Philippe Starck, virtuel. Oui, on avait un projet de consacrer un espace à des bateaux modernes. Alors naturellement, on pourrait discuter des heures sur quel navire choisir. Bon. On s'est arrêté sur virtuel, d'abord parce que un navire designé par Starck, donc ça parle aux gens, c'est quand même un grand monsieur. Et puis c'est un navire, un voilier qui est attaché au port de Saint-Tropez. À l'année. À l'année. C'est un bateau qui est fait pour la plaisance, mais également pour les régates. Et puis son utilisateur, son propriétaire, Jean-Michel Robert, est quelqu'un qui a été enthousiasmé par le projet et qui donc nous accompagne aussi. Et donc
Starck a vu les premières esquisses de scénographie, etc. Et accompagne aussi de loin, mais de façon assurée sur cette histoire-là qui naît. Donc là, on va ouvrir des nouvelles salles, mais on commence déjà à penser à la suite. C'est un musée vivant qui évolue comme l'histoire maritime de Saint-Tropez. Un musée vivant et un conservateur très vivant. Merci beaucoup, Laurent. Merci Agnès.